Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres, bienvenue sur Histofocus. C'est l'été, mais on garde quand même les bonnes habitudes. Et donc, juillet à travers l'histoire, c'est parti. Pour ce mois de juillet, on va parler Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. En route pour un voyage en juillet. Vous m'emmenez en balade, monsieur? Pour commencer ce voyage, rendons-nous en France, à Chinon, en 1189, pour y régler une affaire anglaise. Henri II est le petit-fils d'Henri Beauclerc, dit Henri Ier d'Angleterre. Dans la lignée, tous les autres prétendants sont morts avant lui, il se retrouve dauphin dès sa naissance. Il est écarté du trône par Étienne de Blois, le neveu du roi défunt. Henri II met près de 19 ans, dont 6 ans de guerre civile, pour retrouver sa couronne. Henri II Plantagenet est couronné en 1154 à la mort d'Étienne, et dès ce moment il est le maître non seulement de l'Angleterre, mais aussi de la Normandie. En outre, grâce à un mariage opportun avec Aliénor d'Aquitaine, il contrôle tout le sud-ouest de la France. L'Anjou, le Maine et la Touraine compléteront son Channel State. Il aura quelque peine à maintenir son autorité sur un si vaste ensemble, et devra affronter des révoltes féodales en Angleterre, les intrigues des rois de France Louis VII et Philippe Auguste, et à la fin de sa vie le soulèvement de ses propres fils Henri, Richard et Geoffroy. Fumier, les fumiers, les fumiers, les fumiers! En 1173, son fils aîné Henri le Jeune organise un soulèvement contre lui pour protester contre sa mise à l'écart du gouvernement. Aliénor d'Aquitaine et ses fils Richard et Geoffroy le rejoignent dans ce soulèvement. Leur but, renverser l'autorité d'Henri II. Cet épisode est qualifié de grande révolte. Pendant 2 ans, les deux clans s'affrontent sur les terres françaises de l'Empire Plantagenet. Les forces armées d'Henri II étant trop grandes, il met fin à la révolte en pardonnant à ses fils, mais en enfermant pendant 10 ans Aliénor. Écoute, mon vieux, je sais d'où tu viens, mais il faut que tu comprennes qu'une femme, c'est une personne. Ce n'est pas juste 3 orifices. Ouais. La réconciliation ne dure pas longtemps, et 10 ans plus tard, Henri le Jeune se soulève une nouvelle fois. L'Aquitaine se soulève à ses côtés, mais le prince tombe malade et meurt en juin, mettant fin à la rébellion. Henri II doit malgré tout tenter de satisfaire les envies de pouvoir de tous ses fils. Après l'invasion de l'Irlande, il l'offre à son fils Jean, alors que Richard obtient l'Aquitaine et la Normandie. Philippe Auguste réussit à convaincre Richard qu'Henri II pourrait l'écarter de la succession au profit de son frère Jean. Richard se soulève alors une nouvelle fois contre son père en 1189. Cette fois-ci, les forces de Richard sont trop imposantes. Henri II se réfugie au château de Chinon, et en juillet, il rend son dernier souffle. En cet été 1189, la chaleur est étouffante. Il devient impossible de faire revenir la dépouille d'Henri II en Angleterre. Aliénor d'Aquitaine décide de le faire inhumer dans l'abbaye de Fontevraud, située à une vingtaine de kilomètres de Chinon. Henri II et Aliénor étaient tombés sous le charme de cette abbaye dirigée par une femme. Sous un gisant de couleur, Henri II repose désormais pour l'éternité et instaure ainsi la nécropole des Plantagenets. Continuons notre voyage. Pour cette deuxième étape, nous traversons l'Atlantique et le temps. Direction l'Amérique et l'État du Massachusetts en 1921. En ce 14 juillet, arrêtons-nous sur l'histoire d'une injustice flagrante dans l'Amérique raciste des années 20. Le 15 avril 1920, il y a eu un vol semblant autour de Boston. 2 anarchistes d'origine italienne, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, ont été arrêtés. Leur avocat, Fred Moore, a prouvé leur innocence, mais les procureurs et les juges, malgré le manque de preuves formelles, les ont condamnés à mort et à tort, et les ont envoyés sur la chaise électrique. Bref, c'est l'injustice la plus flagrante du système judiciaire américain. Semblable à la situation actuelle, elle a été encore exacerbée par l'arrivée de millions d'immigrants, des inégalités sociales sordides, des attaques meurtrières, par un gouvernement xénophobe et par un Ku Klux Klan au sommet du pouvoir. L'histoire a commencé en décembre 1919 et un second épisode a eu lieu en avril 1920. Dans 2 villes du Massachusetts, des vols à main armée ont lieu, dont le second a entraîné la mort de 2 hommes. Dans les 2 cas, la police a estimé que les auteurs des attentats ne pouvaient être que des professionnels, tandis que certains témoins ont affirmé reconnaître des Italiens. Après une enquête complexe, les soupçons de la police sont tombés sur plusieurs anarchistes de la péninsule. Adjoint Legray, vous n'êtes pas outrecuidant, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez inspecteur. Suite à cela, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti ont été arrêtés et accusés de cambriolage d'une usine dans le Massachusetts et de double meurtre. Sacco et Vanzetti ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés le matin du 5 mai 1920.
Compte tenu des circonstances de l'époque, ils étaient sûrs d'avoir été arrêtés pour des raisons politiques. En effet, ils étaient des anarchistes révolutionnaires. Les deux militants ont d'abord offert des témoignages évasifs et inexacts pour protéger leurs camarades anarchistes. La police établira bientôt un lien entre les individus suspects et les attentats non résolus. Et surtout, Sacco et Vanzetti sont armés. Voilà. Le décor est planté et le climat des années 20 est propice à ce que ça devienne électrique. Les deux compères sont donc interpellés et ne coopèrent pas avec la police, en partie parce qu'ils parlent et comprennent mal la langue de leur pays d'accueil, et en partie également parce que, de part de leur activisme, ils évoluent depuis des mois dans un climat de répression féroce et de semi-clandestinité. Et de leur explication embarrassée, le ministère public a fait un argument pour lui imparable, la conscience d'avoir fait le mal. Argument qui va peser lourd sur le sort des deux hommes. Les voilà jugés pour les hold-up. Pour le premier, Sacco a un alibi, seul Vanzetti est accusé, et il est condamné à 4 ans de prison pour tentative de vol à main armée. Mais ça s'arrête pas là, et il est également inculpé du second braquage avec Nicolas Sacco. L'affaire a été entendue par un juge conservateur qui n'a pas les qualités pour agir. Le deuxième procès a lieu en printemps 1920, dans une Amérique en proie à la xénophobie et à la psychose contre-révolutionnaire. Le procès est une mascarade dans lequel trempe la haute bourgeoisie de Boston. Alors là, excuse-moi, mais dans la connerie, c'est pas pour me vanter. Entre Fouinard et moi... Il y a des aristocrates et des parvenus, dans la connerie comme dans le reste. Des preuves balistiques sont fabriquées, les témoignages sont montés de toutes pièces, et dans un climat ultra-patriotique, les questions des procureurs tournent autour de leur loyauté envers le drapeau étoilé, alors que Sacco et Vanzetti étaient des anarchistes profondément convaincus qui, afin d'éviter la mobilisation et la Première Guerre mondiale, avaient fui au Mexique. Au fil d'un procès perdu d'avance, les deux hommes ont réalisé qu'ils représentaient une cause qui les dépassait. Le département de la Défense utilise l'atmosphère de lutte de la classe ouvrière dans le pays pour saper le cadre du procès et mettre le capitalisme américain en accusation aux yeux du monde. Dans ce climat, Sacco et Vanzetti sont les coupables idéaux. Immigrés, anarchistes et partisans du terrorisme révolutionnaire, ils sont ceux qui menacent l'ordre établi. Malgré de fausses déclarations et des conclusions hâtives dans l'affaire, les suspects sont condamnés en juillet 1921. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est mal connaître les injustices judiciaires. Ils restent en prison 6 ans et le 9 avril 1927, ils sont condamnés à mort, après 5 pourvois rejetés et un refus de la révision de la Cour suprême de l'État du Massachusetts. L'annonce du verdict provoque une levée de protestation mondiale, mais n'empêche pas leur exécution en août 1927. L'injustice dont Sacco et Vanzetti sont victimes feront d'eux des représentants des sans-voix. Leur histoire sera transposée au cinéma, en littérature et en chanson. Pour la suite du voyage, revenons en France, à Paris, en 1791. Le 17 juillet 1791, un rassemblement s'organise sur le Champ de Mars. Les manifestants se sont réunis pour demander la déchéance du roi, et par là même, la création de la République. Ce rassemblement fait écho à la volonté du roi de se soustraire au pouvoir révolutionnaire, à sa fuite et son arrestation à Varennes. Il faut dire qu'en plus de fuir, le roi a publiquement condamné la révolution, il est maintenant considéré comme un traître. Un traître qui doit être jugé. Mais même si le peuple a pris un peu de pouvoir, il ne peut pas juger un roi. Et pour juger le traître, il faut lui retirer son titre de roi. C'est compliqué, mais c'est compliqué! L'avenir de la République se joue plutôt dans les clubs politiques, alors que l'Assemblée constituante penche plutôt pour mettre en place une monarchie parlementaire. Depuis l'arrestation du roi, des pétitions circulent pour empêcher l'Assemblée de lui pardonner et de faire en sorte que celui-ci soit jugé par le peuple. Seulement l'Assemblée ne tient pas compte de ces pétitions. L'antagonisme qui s'ensuit, ajouté à la période de tension sociale à Paris, va mettre le feu aux poudres. Suite à la fermeture des ateliers de la Charité, des manifestations de chômeurs ont lieu. Ajoutez à ça la demande d'un salaire minimal pour les ouvriers de plusieurs branches de l'artisanat, et vous obtenez un climat explosif. Climat que les journaux se font un plaisir de relater, voire de politiser, comme l'Ami du Peuple, le journal créé et publié par Marat. La loi martiale est promulguée sur le Champ de Mars et les tensions gonflent. Les manifestations deviennent journalières et provoquent des réponses de la garde nationale. Jusqu'à la journée du 21 juillet où tout bascule suite à l'acquittement du roi et à la mise en avant de la théorie de Lafayette qui accrédite l'enlèvement du roi et non sa fuite. Le peuple se réunit sur le Champ de Mars pour demander la destitution du roi et son jugement. C'est à ce moment-là que la garde nationale, un corps armé composé de soldats professionnels et de miliciens bourgeois, intervient et demande à la foule de partir. Seulement, l'endroit est exigu et la foule peine à quitter les lieux. Il y a encore 4 à 5 000 personnes quand la garde ouvre le feu. On ne sait pas trop pourquoi ça a dérapé. J'ai glissé, chef. L'afflux de soldats a probablement réchauffé les pétitionnaires. Il y a eu des cris contre la loi martiale, des échanges d'insultes. Un premier tir d'origine inconnue a touché un dragon à la jambe, des jets de pierre et des mottes de terre ont suivi. Il est alors certain que les gardes ont tiré sans sommation. Cette première salve serait venue de gardes bourgeois, des soldats non professionnels, apeurés et agités par plusieurs semaines de tension,
mais pas des gardes soldés, héritiers des gardes françaises de l'Ancien Régime, professionnels et plus disciplinés. Incontrôlables, elles ont poursuivi les pétitionnaires, sabre et baïonnettes au clair. Au final, 50 morts et 100 blessés, femmes et enfants compris. Continuons notre voyage, en route pour Éphèse et l'Antiquité, précisément en l'an moins 356. Le temple d'Artémis à Éphèse est l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. La plus extraordinaire et la plus fascinante, pour ceux qui ont la chance de pouvoir l'admirer, car comme les jardins suspendus de Babylone ou le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis a une destinée tragique. Le temple d'Artémis, aussi appelé Artémision, qu'est-ce que c'est? C'est un édifice sacré de l'époque hellénique, bâti sur ordre du roi Crésus, qui a été placé sur la liste des 7 merveilles du monde, de par sa grandeur et ses décorations. La construction du temple débuta en moins 570. C'est le plus grand temple jamais construit jusqu'alors, il a été bâti en 120 ans. L'Artémision fut en temps une institution très puissante, le terrain était estampillé comme appartenant à la déesse, et donc inviolable. Étant protégé par sa sacralité, le temple faisait aussi fonction de banque, on y gardait des dépôts, on échangeait la monnaie et on y accordait des prêts. Ce côté sacré et sécuritaire a un jour donné des idées à un fou du nom d'Hérostrate. Le gars a mis le feu au temple d'Artémis à Éphèse. La tradition raconte qu'Artémis, dont l'une des fonctions constituait à aider les femmes pendant leur accouchement, était ce jour-là tellement occupée par la naissance d'Alexandre le Grand, qu'elle ne put venir à temps au secours de son propre temple. Bien sûr, Hérostrate fut arrêté et il avoua sous la torture ses motivations, devenir célèbre dans le monde entier. Oh. Tout cramer, reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Les Éphésiens ont bien essayé d'étouffer, non pas l'affaire, mais le nom de l'auteur du crime. Peine perdue, son nom parvint quand même à la postérité grâce à Théopompe, un historien de l'époque. Pire, le gars donna même son nom à un complexe, à un trouble médical. Le complexe d'Hérostrate est donc un trouble chez des personnes qui sont dans le culte de l'apparence et à la quête du fameux like sur les réseaux sociaux. Bien sûr, le temple fut reconstruit, puis détruit par les Goths en 263, avant d'être reconstruit de nouveau partiellement. Le christianisme du IVe siècle interdit les temples païens, et Éphèse tomba en désuétude, devenant même une carrière de matériaux pour les nouvelles constructions, comme les églises, les murailles ou les bains par exemple. Ces statues et ces ornements en marbre partent vers le palais impérial de Justinien à Constantinople. Au fil des siècles, il disparut sous près de 8 mètres d'alluvion, et fut oublié, jusqu'en 1869 où John Turtlewood, un architecte anglais qui a entrepris des fouilles dans la ville d'Éphèse, annonce au monde entier qu'il a retrouvé les vestiges les plus estimés des merveilles du monde antique. Eureka! J'ai trouvé! Pour finir ce road trip, retour en France, encore à Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le 31 juillet 1914, la France est au bord de basculer dans le premier conflit mondial. Le climat politique est très tendu et Jean Jaurès, connu pour son pacifisme et son antimilitarisme, est perçu par certains comme un traître. Il est abattu lors d'un dîner, non loin du siège de son journal L'Humanité. Il s'effondre, mortellement touché par 2 balles. Depuis l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo, les États européens se trouvent progressivement entraînés comme un jeu de dominos dans la Première Guerre mondiale à cause du jeu des alliances. Jaurès va, tout au long du mois de juillet, sentir monter inexorablement la tension et tentera jusqu'à sa mort de s'y opposer. Il n'a de cesse de rencontrer le président du Conseil, le socialiste René Viviani, en qui il place toute sa confiance pour calmer la situation internationale, et notamment l'agressivité de l'Allemagne. Malheureusement, l'alliance franco-russe est un engrenage qui ne peut qu'entraîner le pays vers la guerre. Le 29 juillet, Jaurès, dans un discours à Bruxelles, prononce un grand discours pour la paix. Mais à son retour à Paris, il apprend que la Russie mobilise son armée. L'Allemagne est prête, la guerre est à 2 doigts d'éclater. Jaurès s'est désormais menacé par l'agitation nationaliste qui gagne la France et Paris. Le 31 juillet, avant d'écrire un article de mobilisation anti-guerre pour l'édition du lendemain, il est assassiné au Café du Croissant lors de son repas avec ses collaborateurs. T'es sûr que tu veux pas des fruits? C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. L'auteur du crime, Raoul Villain, est un nationaliste qui veut la guerre avec l'Allemagne. L'assassinat de celui qui reste le plus grand tribun de l'histoire parlementaire et l'un des hommes politiques les plus populaires de France aura un retentissement dans tout le pays et même en Europe. Un mois après l'attentat de Sarajevo, rien ne semble plus désormais pouvoir arrêter la marche à la guerre. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Des milliers de jeunes gens se résignent à partir combattre. C'en est fini du rêve de la paix en Europe. Ces funérailles, le 4 août, sont l'occasion de la première manifestation de l'Union sacrée et d'une solidarité transpartisane pour la défense de la nation. Raoul Villain sera arrêté, jugé et acquitté le 29 mars 1919.
Au lendemain de la guerre dont la France est sortie victorieuse, les jurés ont donc estimé l'assassin de Jaurès non coupable. Libre, Raoul Villain va errer de ville en ville, en changeant régulièrement d'identité. On le retrouve une fois à Paris où il est condamné pour trafic de monnaie. Enfin, il termine sa vie à Ibiza, et sera, ironie du sort, assassiné par un détachement de soldats républicains 2 mois après le déclenchement de la guerre civile espagnole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne, et en attendant, vous pouvez mettre le pouce bleu, la cloche, et partager, et vous abonner. Si je vous vois là-bas, vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez participer dans les commentaires dans le respect de chacun et me dire ce que vous avez apprécié. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.